Bonsoir et bienvenue dans Malard en liberté. Aujourd'hui, mon invité est Salomé Zourabichvili, présidente de la République de Géorgie, ce pays qui est d'ailleurs au plus près des tensions qui pèsent sur tous les voisins de la Russie. Avant de l'interroger sur sa vision géopolitique, Anna Papiashvili nous dresse le portrait de cette femme politique vraiment pas comme les autres, hors du commun. Une Française, présidente de la Géorgie. Salomé Zourabichvili est née à Paris en 1952. Sa famille a fui le pays dans les années 20 après l'arrivée des bolcheviks et s'est installée dans la capitale française. Mais les liens avec ce petit pays du Caucase sont restés indéfectibles. Après de brillantes études à Sciences Po, Salomé Zourabichvili se lance dans une carrière diplomatique. Pendant 30 ans, elle officie aux Nations Unies, à New York, à Washington et au Tchad. En 2003, elle est nommée ambassadrice de France en Géorgie. Un an plus tard, elle fait ses adieux à la diplomatie française. Le président géorgien de l'époque, Mikhail Saakashvili, la nomme ministre des Affaires étrangères. Mais sa personnalité déplaît dans les rangs de la majorité. Taxée d'arrogance et d'impulsivité, elle perd le soutien d'une partie des parlementaires. Après un an au gouvernement, Salomé Zourabichvili est limogée et rejoint l'opposition. Une période difficile qu'elle décrit en 2006 dans Une femme pour deux pays. Après un retrait de plusieurs années de la vie politique géorgienne, elle revient comme candidate à la présidentielle. Elle se présente sous l'étiquette indépendante, bénéficie du soutien du rêve géorgien. Derrière ce parti centriste, un homme, certainement le plus riche du pays et ancien Premier ministre, Bidzina Ivanishvili. Le 28 novembre 2018, Salomé Zourabichvili est élue présidente de la Géorgie et réalise certainement le rêve de toute une vie. À l'heure où la guerre fait rage en Ukraine, la chef de l'État géorgien salue le sursaut européen face à l'invasion russe de l'Ukraine. Elle assure que son pays n'a en rien changé d'orientation et continue d'avancer vers son intégration dans l'Union européenne et dans l'OTAN, aujourd'hui plus que jamais. Ce soir, Salomé Zourabichvili est l'invité de Malard en liberté. Salomé Zourabichvili, merci d'être mon invité ce soir dans Malard en liberté. Tout de suite, ma première question. Madame la Présidente, l'ordre mondial issu de 1945, sous domination américaine, est totalement caduque aujourd'hui. Comment entrevoyez-vous le nouvel ordre mondial qui se profile avec la montée en puissance, on le voit bien, de la Chine et de son allié russe, et en même temps avec le déclin de l'Occident? Moi, je ne suis pas sûr qu'il faille parler aujourd'hui de déclin de l'Occident et de montée de la puissance russe. La puissance chinoise, c'est autre chose. C'est une question réellement de nombre. Mais pour le moment, l'équilibre que nous connaissons, c'est l'équilibre en Europe. Et dans cet équilibre européen, on a une modification qui est une Europe aujourd'hui beaucoup plus unie, beaucoup plus déterminée, qui est en train de prendre conscience d'elle-même comme Europe puissance, même si c'est aujourd'hui sur le plan économique, mais peut-être demain pas seulement sur le plan économique. Et ça, c'est un petit peu le paradoxe de l'opération et de cette agression commencée par la Russie, d'avoir cimenté l'Europe et d'avoir fait de cette Europe assez désunie un début d'Europe puissance. La deuxième chose qu'il a obtenue, c'est de réunir les Européens et les Américains et de ramener les Américains, l'intérêt des Américains vers l'Europe, alors qu'on pensait que après l'Afghanistan, c'était un détournement vers l'Asie et le Pacifique et que les États-Unis laissaient l'Europe aux Européens en quelque sorte et le théâtre autour de l'Europe aussi. Donc nous, la Géorgie, l'Ukraine, la Moldavie, aujourd'hui on voit des Américains réengagés en réalité aux côtés des Européens. Donc tout ça, ça ne me fait pas dire qu'il y a un déclin de l'Occident. Alors, Vladimir Poutine, on le sait, n'a qu'une obsession, ressusciter l'ex-empire soviétique, laver, selon lui, l'humiliation infligée par l'Occident. Alors, selon vous, Madame la Présidente, jusqu'où ira-t-il après je reste prudent, la vraisemblable annexion de l'Ukraine? Est-ce qu'il cherche à déclarer la guerre à l'OTAN et à l'Union européenne? Non, mais je pense qu'il ne faut pas noircir le tableau à outrance. Ce qui se passe aujourd'hui, si on regarde la réalité sur le terrain, c'est que cette guerre de 3 jours que Vladimir Poutine espérait gagner haut la main et obtenir la reddition
d'un jeune leader pas très expérimenté. Il est en train de s'embourber en Ukraine comme Napoléon s'est embourbé en Russie à un autre moment de l'histoire. Il n'a pas réussi son opération, il n'a pas réussi à terroriser en quelque sorte le leadership ukrainien, ce qui était un peu le but de cette opération tous azimuts avec entrée par tous les fronts. Et en réalité, on voit que c'est pas 3 jours, 3 semaines après, l'Ukraine résiste toujours. Et paradoxe, la Russie est contrainte de se tourner vers les Chinois pour demander des armements d'un côté, alors qu'on pensait qu'elle était surarmée, qu'elle avait tout ce qu'il fallait, et demander en plus des rations militaires pour ses soldats. C'est ça qui est humiliant, non ? Par ailleurs, ce que l'on voit aussi, c'est que la Russie dégarnit complètement ses différents commandements sur le territoire russe pour alimenter le front ukrainien, ce qui n'était pas prévu dans ses plans de bataille initiaux. On le voit même chez nous, dans les 2 zones occupées, où il y a 2 bases militaires importantes, où à partir de ces bases, il y a des renforts qui sont partis pour l'Ukraine. La Russie vient d'annoncer à ces 2 républiques séparatistes que la Russie seule a reconnu qu'elle allait couper leur budget, qu'il fallait qu'ils se débrouillent maintenant tout seuls. Donc tout ça, ça ne me donne pas, moi, l'impression d'une victoire haut la main, où on devrait se dire « mon Dieu », et après ça, la Russie va occuper toute l'Europe et le reste du monde. Je crois qu'il faut garder raison. La Russie a tenté un coup de force en plein cœur de l'Europe, et ce coup de force en plein cœur de l'Europe, il y a eu un arrêt sur image par l'Ukraine, par la résistance ukrainienne, par la formidable campagne médiatique qu'a menée le président ukrainien auprès des médias et aussi auprès des leaders occidentaux. Je pense qu'il a vraiment réveillé la capacité de résistance et de mobilisation des leaders européens d'une façon que l'on n'aurait pas prévue. Alors, Madame la Présidente, si demain Vladimir Poutine s'en prenait à la Pologne, aux 3 républiques baltes aussi, est-ce que ce serait pour vous un casus belli, le début d'un 3e conflit mondial impliquant Américains et pays de l'OTAN ? Je ne sais pas, effectivement, s'il le faisait, oui, mais je crois qu'il ne faut pas céder. Ça, c'est un petit peu ce que Vladimir Poutine voudrait que l'on fasse, c'est céder à ces scénarios catastrophes. Donc, il manie de temps en temps la menace nucléaire indirectement, il manie l'attaque sur les bases d'énergie atomique en Ukraine, il manie aussi, et c'est une autre arme psychologique, l'idée qu'il y aurait demain une alliance tous azimuts entre la Russie et la Chine. Tout ça, c'est quand même le Vladimir Poutine, ancien du KGB, qui manie non seulement l'arme militaire, mais l'arme psychologique. Donc je crois que la défense du côté des Ukrainiens, la défense du côté des Occidentaux, la défense pour nous aussi, c'est de garder son calme, de garder raison. Personne ne fait de la provocation contre la Russie, il n'y a que des gens qui se défendent. Ça a d'ailleurs toujours été le cas. Tout ce narratif sur l'idée que la Russie est provoquée et que c'est pour ça qu'elle répond, aujourd'hui, c'est très très clair dans le cas ukrainien. Zelensky là-dessus aussi a été irréprochable, c'est-à-dire qu'il n'a pas fait un pas qui aurait pu justifier la propagande russe que la Russie répond à une provocation quelconque. Donc il faut continuer de la même façon, pas de provocation, de la diplomatie, les négociations continuent. Et là aussi, les Ukrainiens font un sans faute. Ils continuent à participer aux négociations, même quand elles ne donnent pas de résultats, et qu'en même temps, la Russie annonce qu'elle va tantôt dénazifier et tantôt démilitariser, neutraliser l'Ukraine ou annuler la nation ukrainienne. Et malgré tout, l'Ukraine négocie. Et ça, c'est indispensable parce que l'issue, quelle qu'elle soit, elle sera forcément une issue de négociation. Alors, la Géorgie, votre pays que vous présidez, tout comme l'Ukraine et la Moldavie, a sur son territoire une poche, en effet, une poche séparatiste pro-russe. Est-ce que vous vous sentez menacé? Pas pro-russe, séparatiste. Et encouragé par la Russie, reconnu par la Russie, ce sont des bases militaires russes. Alors, est-ce que vous vous sentez justement précisément menacé par les velléités interventionnistes de Vladimir Poutine? Nous sommes menacés par les velléités de la Russie depuis 1801.
Et à intervalles réguliers, nous avons des invasions, des occupations. Donc on commence à avoir, je dirais, une certaine capacité, nous aussi, de résistance. Donc on ne va pas prévoir le pire. Nous avons ces deux bases militaires qui d'ailleurs, comme je viens de le dire, ont été en partie dégarnies pour envoyer des renforts sur l'Ukraine. Nous sommes dans une situation où nous ne faisons aucune provocation. C'est d'ailleurs la politique de la Géorgie depuis le conflit de 2008, d'éviter tout ce qui peut être prétendu par la Russie comme être une provocation. Mais nous continuons en revanche notre cheminement vers l'Union européenne, parce que c'est ça notre perspective existentielle et que personne ne va nous faire changer d'avis là-dessus. Alors, est-ce que votre demande d'adhésion à l'Union européenne, ça a été question à Versailles ce week-end, n'est-elle pas à la fois inutile, vu en effet la durée de la procédure, et une façon de mettre de l'huile sur le feu avec Vladimir Poutine? Non. Il faut arrêter de considérer que quand les pays choisissent leur propre voie pacifique, parce que l'Union européenne est une organisation des plus pacifiques et même l'OTAN est une organisation défensive, ça ne peut pas être considéré comme quelque chose qui est de l'huile sur le feu. Sur quel feu ? Le feu, la Russie, il est entretenu par la seule Russie elle-même. Donc la Géorgie, oui, continue son cheminement vers l'Union européenne. Ce cheminement a été très long et assez bureaucratique. Ce qui est en train de se passer aujourd'hui, encore une fois grâce aux Ukrainiens, c'est que les Européens sont en train de un peu revoir leur perception et leur attitude vis-à-vis de ces pays qui sont à leur porte, qui piétinent et qui sont en réalité des victimes un petit peu des tentatives ou des velléités d'agression de la Russie. Et il y a aujourd'hui une nouvelle ouverture, une fenêtre d'opportunité, je dirais, dont je ne sais pas comment est-ce qu'elle va se transformer ensuite, mais qui ne fait que renforcer notre marche vers cette Europe qui est notre vraie perspective historique, à la fois sur le plan de nos valeurs, sur le plan du développement économique, du développement démocratique. C'est là où nous appartenons dans cette famille européenne et il n'y en a pas d'autre. Alors, Vladimir Poutine déclare, ce n'est pas la première fois, qu'il atteindra ses objectifs par la négociation ou par la guerre. Est-ce que, selon vous, Madame la Présidente, on peut réellement négocier avec le président russe quand on sait qu'il a menti, qu'il a dupé Emmanuel Macron, Olaf Scholz, Naftali Bennett? Et peut-on trouver une porte de sortie avec lui? C'est difficile à dire parce que le Vladimir Poutine d'aujourd'hui est assez imprévisible, mais c'est le rapport de force sur le terrain qui déterminera l'issue diplomatique en réalité. Aujourd'hui, les objectifs de guerre de Vladimir Poutine sont des objectifs maximalistes, mais comme je l'ai noté, ses moyens sont en réduction. Il a du mal à alimenter ses troupes en renfort militaire comme en renfort tout court. Donc il y a un moment donné où le rapport des forces dit que la réalité, et ça la Russie le sait très bien, c'était la thèse de Staline et d'autres dirigeants russes avant eux, ils sont d'abord des observateurs du rapport de force. Donc le rapport de force aujourd'hui leur dit qu'ils n'ont pas gagné haut la main comme ils l'espéraient, que ce pays plus petit et beaucoup moins bien équipé finalement résiste. Et donc, à un moment donné, il faudra que la Russie se fasse au fait que le rapport de force a changé et qu'il faut trouver une issue diplomatique. Cette issue diplomatique, cette issue de négociation, elle va dépendre, bien sûr, des Ukrainiens, du président Zelensky. C'est à lui de savoir où est la ligne de compromis. C'est à lui de savoir est-ce qu'il peut accepter un compromis. Il a payé un prix très très cher. Sa population a payé un prix très très cher pour résister dans cette guerre. Il ne peut pas accepter une reddition. Est-ce que vous iriez jusqu'à qualifier la guerre qu'il a déclenchée et sa menace de recours à un moment donné à l'arme nucléaire de folie meurtrière? Je ne veux pas qualifier, il ne m'appartient pas. Moi, je suis président d'un pays, il ne m'appartient pas de donner des qualifications. Moi, tout ce que je peux dire, que c'est une agression qui a pris une dimension totale, je dirais beaucoup plus totale que dans le cas de la guerre de 2008 en Géorgie, parce que probablement le rapport des forces a été différent et vécu différemment. Mais personne ne peut savoir quel est, encore une fois, l'objectif de guerre finale
du président russe aujourd'hui. Personne n'est dans sa tête. Et il est le seul à savoir jusqu'où il est prêt à aller. Il ne faut pas non plus oublier qu'il est malgré tout quelqu'un qui a pratiqué toute sa vie l'arme psychologique. Et donc, outre les armes elles-mêmes, militaires, il essaye d'obtenir des résultats par l'arme psychologique, en menaçant de l'arme atomique, en menaçant de tout détruire, en menaçant d'aller jusqu'au bout. Donc, il faut son calme garder. Le président russe pose plusieurs conditions à l'arrêt des combats et de l'invasion de l'Ukraine. Arrêt de toute action militaire ukrainienne, neutralité de l'Ukraine, renoncement à une adhésion à l'OTAN et à l'Union européenne, reconnaissance de la Crimée comme territoire russe et des républiques séparatistes du Donbass comme républiques indépendantes. Est-ce acceptable à vos yeux en tant que présidente de Géorgie et en tant qu'observatrice d'un pays voisin ? Mais il demande en plus ce qu'il appelle la dénazification, qui est quelque chose que je ne comprends pas très bien, mais qu'il est le seul à comprendre. Il demande aussi que le président soit changé. Il demande la reddition d'un pays sans condition. Donc je pense que sous cette forme-là, c'est sans doute pas acceptable. Est-ce que pour vous, l'administration Biden fait tout le nécessaire pour être à la hauteur de la situation qui est plus qu'inquiétante et peut vite entraîner l'Europe dans la guerre? Je ne vois pas où est-ce que l'entraînement de l'Europe dans la guerre. Je crois que l'Europe a une politique très claire et très lucide et très ferme, qui est d'obtenir le soutien à l'Ukraine, d'une part par le soutien qu'elle apporte directement et par les sanctions économiques et politiques sur la Russie, qui déjà font leur effet, et que ça, c'est ce qui correspond à la nature de l'Union européenne, mais dans laquelle aujourd'hui elle est beaucoup plus consciente, beaucoup plus lucide, beaucoup plus unie. Et les États-Unis soutiennent parfaitement cette politique. Donc je crois qu'il y a une vraie stratégie aujourd'hui qu'on n'a jamais vue avant de la part de l'Occident, qui est une stratégie mesurée, d'une façon à justement ne pas risquer de se laisser entraîner dans une guerre, tout en soutenant celui qui est dans son bon droit aujourd'hui et qui est l'Ukraine. Enfin, une dernière question. Est-ce que vous n'avez pas le sentiment que Volodymyr Zelensky a quand même tendu la main, tendu la perche à Vladimir Poutine en disant, officiellement, il l'a fait à la télévision américaine il n'y a pas longtemps, il l'a redit aujourd'hui, qu'il ne se faisait plus du tout à l'idée de pouvoir intégrer l'OTAN parce qu'il savait que de toute façon, il n'avait pas l'unanimité au sein de l'OTAN et que les Américains n'avaient pas envie de voir l'Ukraine dans l'OTAN. D'autre part, il a déclaré récemment qu'il était prêt à des compromis sur les régions où il y a les milices pro-russes et puis reconnaître la Crimée comme étant russe. Est-ce que là, franchement, Zelensky est en train de donner la main à Poutine qui ne la prend pas? Ce n'est pas donner la main, c'est la recherche d'un compromis. C'est pour ça que j'ai dit que ce compromis, les lignes de ce compromis, il n'y a que le président ukrainien qui puisse les définir, puisque c'est son pays, sa population, qui paye le prix de ces lignes de compromis. Donc les choses qu'il pense pouvoir céder pour obtenir la paix et pour obtenir la reconstruction de son pays, c'est à lui de pouvoir les définir. Ce que je veux dire, c'est que il n'appartient à personne autour ou à l'extérieur de le pousser à plus que ce que lui est prêt à donner. Je sais que votre temps est compté. Je voudrais juste vous demander si vous auriez un message à adresser à Poutine. C'est ce que j'ai fait il n'y a pas très longtemps avec le président letton, Egil Levits, à qui j'ai demandé d'adresser un message à Poutine, et en même temps à l'Occident, aux Américains, aux Européens. Aux Américains et aux Européens, encore une fois, de continuer à soutenir l'Ukraine aussi longtemps que le président Zelensky n'a pas atteint ses objectifs d'un compromis diplomatique acceptable pour son pays. Par ailleurs, de tout faire pour faciliter le cheminement vers l'intégration européenne de l'Ukraine, de la Moldavie et de la Géorgie. Et au président russe, que l'on est au XXIe siècle, qu'il y a des défis globaux et qu'il est temps de comprendre que la diplomatie est le seul moyen de s'assurer d'avoir autour des frontières de son pays des pays voisins bien disposés, amicalement disposés, et non pas des pays qui se sentent toujours sur la défensive. Madame la Présidente, mille merci de nous avoir accordé cette interview qu'on aurait souhaité un petit peu plus longue, mais on sait que, vu la volatilité de la situation dans la région et vos préoccupations, mille merci encore, et j'espère qu'on vous retrouvera bientôt
sur i24 News. Merci à vous, Madame la Présidente.